Salut tout le monde, bienvenue à Blue Chip Prospect. Il reste une seule partie avant le début de la saison, mais je me suis dit qu'il fallait quand même trouver quelque chose de quoi parler. Il fallait quand même parler de hockey. Donc, je me suis dit pourquoi pas revisiter certains repêchages du passé, du passé, dans les 3 dernières années ou quelque chose comme ça. Pas les re-repêcher parce que je pense qu'on est trop proche, trop ça fait pas assez longtemps pour qu'on re-repêche, mais on peut quand même aller voir les repêchages, puis voir dans quelle direction ça s'en va. Surtout les choix du Canadien de Montréal, mais aussi les choix de la première ronde, le début de la deuxième ronde, voir aussi s'il y a eu des vols ici et là. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va commencer aujourd'hui avec 2024. On commence ça à l'instant. Donc, ici en 2024, évidemment, le choix numéro un par les Sharks a été Macklin Celebrini. Il n'y a pas grand-chose à dire sur McLean Celebrini, sauf le fait qu'il est spectaculaire. 63 points, 25 buts en 70 parties. C'est le choix numéro un qui aurait dû être et c'est le choix numéro un qui a été. Et ça va rester probablement le choix numéro un dans le repêchage. Je ne crois pas qu'il y ait personne qui peut passer en avant de McLean Celebrini. Il va probablement devenir un joueur top 5, top 6, top 7 en termes de centre dans la Ligue nationale. Donc, vraiment pas. Si le choix avait à être fait, ce serait encore Macklin Celebrini. Ça se complique déjà au numéro 2, où ce que Chicago avait une décision dure à prendre, dans le sens construire leur défense ou y aller avec des joueurs plus dynamiques, mettons comme Ivan Demidov. Ils ont décidé de faire leur défense un peu comme les Canadiens ont fait l'année précédente quand on aurait pu choisir Mishkov, on était là avec Ryan Backer. Mais eux autres, ils ont pris Artyom Leshunov au lieu de prendre un gars comme Ivan Demidov. Ce qui peut faire du sens une fois de temps en temps. Tu fais pas ça trop souvent parce qu'à un moment donné, tu n'auras pas assez de talent. Artyom Leshunov, il a joué 18 parties dans la Ligue nationale, incluant 6 points. Mais si on va voir un peu plus en profondeur, il a joué aussi dans la Ligue américaine. Il a fait 22 points en 52 parties. Il a été excellent dans la Ligue américaine. Toutes les stats, puis pas juste les stats de points, mais toutes les stats avancées démontrent à quel point il a été excellent dans la Ligue américaine. Puis on parle d'un gars, dans le fond, qui est parti de la Biélorussie il y a 2 ans pour aller jouer dans la USHL, pour après ça jouer dans la NCAA, pour après ça jouer dans la AHL, pour après ça jouer dans la NHL. Donc tout ça en 2 ans, c'est énorme comme progression. C'est sûr que ça va être un bon défenseur. Je ne sais pas si c'est vraiment un défenseur de première paire. J'ai un peu le même discours avec Levchunov que j'ai avec Ryan Backer. C'est deux gars différents. Évidemment, Levchunov a beaucoup plus d'offense dans son jeu que Ryan Backer. Mais j'ai un peu le même discours. C'est des choix un peu risqués, à mon avis. Tu optimises pas ton choix en choisissant un défenseur comme ça haut dans le repêchage quand il y a des joueurs beaucoup plus dynamiques. Mais n'empêche que pour construire leur défense, Chicago vont se ramasser avec Rinzel et Lev Shunov à droite, puis ils ont déjà comme des très bons joueurs. Ils vont avoir Korchinski qui peut devenir un très bon joueur. Sinon, ils ont Vlasic qui est déjà un excellent défenseur. Donc, ils ont comme solidifié leur défense en prenant Lev Shunov, qui est un bon choix. Mais c'est sûr, ils ont passé à côté de Demidov, comme le Canadien a passé à côté de Mishkov pour aller prendre Ryan Backer. Après ça, au numéro 3, Beckett Seneca. Un joueur que j'aime beaucoup, mais un joueur qui n'a pas démontré tant d'habileté offensive. Oui, 86 points, 36 buts en 56 matchs. C'est un gars qui est très confiant avec la rondelle. C'est un gars qui a des excellentes mains. C'est probablement la meilleure partie de son jeu, c'est le fait qu'il ait des excellentes mains puis qu'il est capable d'utiliser ses mains à pleine vitesse en étant un gars de 6 pieds 4. Donc, ça va être un excellent joueur. Probablement qu'il aurait aimé qu'il soit plus dans les 90, dans les 100 points, 110 points dans la OHL, quelque chose comme ça, mais il a fini avec 86 qui est correct, c'est juste pas exceptionnel dans le fond. Si on passe au prochain, après, il y avait Caden Lindstrom. Évidemment, lui, c'est un peu plus dur à juger parce que Caden Lindstrom a été blessé toute la saison, dans le fond. Il a été repêché basé sur 32 matchs dans son année de repêchage. L'année dernière, il n'a pas joué du tout. Puis là, cette année, ben, il s'en va à l'université. Donc, on va voir ce que ça donne. Selon moi, Kenan Lindstrom va être un excellent joueur dans la Ligue nationale, un top 6, assurément, qui va amener beaucoup de physicalité, beaucoup de vitesse, un excellent tir, beaucoup de KO alentour du net. Donc, vraiment, ça va être un bon choix pour eux autres. Il faut juste qu'ils restent en santé, mais tu sais, c'est arrivé très jeune, donc ça se peut très bien que pour le futur, ça va être très bien. C'est dur à voir quand c'est des blessures comme ça. Est-ce que l'hernie va revenir? Est-ce que ça va pas revenir? On n'en a aucune idée. Donc, ça reste à voir. Mais en termes de joueur, si c'est un joueur qui reste en bonne condition physique, il va être excellent. Sinon, ben, numéro 5, Ivan Demidov. Pas mal tout a été dit sur lui. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est probablement le joueur qui aurait dû être pris au deuxième choix. Je suis pas mal sûr que quand on refait ce repêchage-là dans une dizaine d'années, Ivan Demidov va être un des meilleurs ailiers de la Ligue nationale. Probablement pas le meilleur, mais genre dans le top 10, top 5 des alliés de la Ligue nationale.
un joueur extrêmement dynamique avec la rondelle, super intelligent, super habile, patine bien. Dans le fond, il y a rien qui fait qu'il est pas bien, puis c'est un compétiteur. Il est juste excellent dans le fond. Donc je pense que ça va être je vois pas comment un autre joueur pourrait être le numéro 2. Je pense que Demidov est une bonne coche au-dessus de tous les autres joueurs, mais je peux comprendre le risque au moment du repêchage. Peu importe. Sinon, numéro 6, TJ Ginla, pas joué beaucoup non plus l'année dernière, sauf que là, je sais qu'il y a eu un bon camp en Utah. Sinon, il a joué juste 21 parties, 32 points, donc pas une grosse progression sur l'année dernière, mais tu sais, quand ils ont repêché TJ Ginla, ils savaient exactement ce qu'il allait avoir. Un joueur très compétitif, un joueur qui a un excellent tir, qui patine bien, qui travaille fort défensivement, qui travaille fort le long des rampes. Puis ça reste ça. Il va être un joueur top 6, puis il va être un excellent joueur top 6. Ça va être un joueur du style Ryan Leonard, admettons. C'était le Ryan Leonard de cette année-là. Je pense que TJ Gillin a peut-être une chance d'être même meilleur que Ryan Leonard. Je pense qu'il est plus créatif que Ryan Leonard, mais ça reste à voir. Après ça, Carter Yakimchuk au numéro 7 avec Ottawa. Carter Yakimchuk qui a eu une saison un peu, pas en dents de scie dans le sens que ça a été coup ça, mais dans le sens que sa production a diminué par rapport à son année de repêchage. Il a fini à 49 points, 17 buts au lieu de 71 en 30 et 30 buts. C'est quand même une diminution notable, sauf que il a travaillé sur sa défense toute la saison, puis ça paraît quand même parce qu'il est beaucoup moins all over the place. Il est beaucoup moins une tête chercheuse de faire des gros hits. Dans le fond, il essaie de défendre d'une façon Ligue nationale au lieu de juste faire des gros hits tout le temps. Personnellement, c'est un joueur que j'adore. Yakemchuk, je pense qu'il va être excellent dans la Ligue nationale. C'est un gars qui est super dynamique offensivement, des excellentes mains, des excellentes visions de jeu pour un défenseur, en plus d'avoir un super gros shot de la ligne bleue. Donc, personnellement, c'était un de mes défenseurs préférés à regarder. C'est juste que je sais pas à quel point ça va s'appliquer au niveau de la Ligue nationale. C'est ça qui reste à voir. C'est pour ça que je l'avais en dehors de mon top 10. Mais je pense qu'il va être un très, très bon joueur. Gros défenseur qui tire de la droite. C'est excellent. Sinon, après ça, on a Berkeley Catton au numéro 8, un autre joueur qui a bien fait l'année passée. Je pense que je vais juste attendre que ça load. Il a eu fini avec 109 points en 57 parties, qui est probablement approximativement le même ratio que l'année d'avant, qui était de 116 en 68. Tu sais, peut-être un petit peu plus, mais pas tant que ça. Fait que, tu sais, une autre excellente saison. C'était clair, net et précis qu'elle allait avoir une autre excellente saison. C'est un gars qui est très, très bon. Il est très bon patineur. Il a des bonnes mains. C'est pas un gars qui est nécessairement flashy, mais c'est un gars qui est efficace. Un gars qui est toujours au bon endroit, qui est très bon pour manier la rondelle, pour que la rondelle. Tu sais, manier la rondelle dans le trafic. Pas nécessairement un gars qui va utiliser ses mains pour faire des toe drag, puis juste être impressionnant un peu à la Ivan Demidov ou quelque chose comme ça, mais juste un gars qui est très efficace avec la rondelle sur son bâton, un excellent passeur, un excellent tireur. C'est pas le plus gros, mais n'empêche que c'est un joueur qui est très dynamique offensivement. Je pense qu'il va être très bon lui aussi dans la Ligue nationale. Dans le fond, 2024, je pense que c'est un gros repêchage à la base, hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de bons joueurs dans ce repêchage-là. Sinon, au numéro 9, Zane Perek, un autre joueur que je pense qu'il va être très bon dans la Ligue nationale. Je pense que s'il y a un défenseur qui pourrait faire une saison un peu à la Lane Hudson comme l'année dernière, c'est Zane Perek. C'est pas le même type de défenseur offensivement. Ils ne créent pas leur offense de la même façon. Zane Perek, il est beaucoup plus. C'est un gars comme placé au bon endroit, toujours intelligent, excellente vision. C'est pas quelqu'un nécessairement qui bouge autant que Lane Hudson, qui est très manipulatif comme Lane Hudson. C'est pas le même type de joueur du tout, mais il a un excellent tir. C'est un gars qui se place aux bons endroits. C'est un gars qui a une excellente vision. Il voit tout sur le jeu. Je pense que, comme je disais, s'il y a un joueur qui pourrait avoir une saison à la Lane Hudson dans son année recrue, c'est Zane Perek. Vraiment un joueur impressionnant. Sinon, Anton Silaev, pas une tonne de progression dans son jeu. Là. On parle d'un joueur qui, first, il n'a pas mis une tonne de points. Là. Il a mis 12 points en 63 parties, qui est pratiquement l'équivalent de son année de repêchage, qui était à 11 points en 63 parties. Mais je pense aussi, il n'y a pas une tonne de progression dans le sens que ça a toujours été un défenseur qui était très euh, raw, très, quand je pourrais dire, peu développé. Dans le fond, c'est un gars qui a été choisi sur son potentiel et non sur l'état du joueur qui était au moment du repêchage. Puis il a comme pas vraiment évolué. C'est encore un gros joueur, c'est encore un excellent patineur, mais c'est encore un défenseur qui est un petit peu
pas super structuré, puis même offensivement, c'est pas un gars de structure, c'est un gars un peu plus free for all qui va faire ce qu'il veut, mais il a pas nécessairement une idée en tête. Il fonce avec la rondelle, puis il espère que quelque chose va fonctionner. C'est un peu ça en ce moment, là, Anton Silaev. Je suis pas convaincu, ça reste à voir. Là, la saison a commencé, 11 parties, 0 points. Ça regarde pas bien côté production encore. Je pense que c'en est un qui est appelé à descendre, mais ça risque d'être un bon défenseur défensivement à cause de son reach à 6 pieds 7, c'est normal, puis à cause de son patin aussi. Sinon, Sam Dickinson, si c'est pas le meilleur défenseur du repêchage, c'est le deuxième meilleur défenseur du repêchage. Il y a eu une saison à tout casser, dans le fond, là, avec les Knights de London. Il a fini avec 91 points en 55 parties, incluant 29 buts. Puis dans les playoffs, il y a eu 31 points, 9 buts en 17 parties. Donc, un joueur explosif en patin, un joueur dynamique avec la rondelle, un joueur qui est un peu plus direct, pas nécessairement le plus calculé. Tu sais, c'est pas un Zane Perek, mettons, comme avec la rondelle, sauf que c'est juste un joueur très dynamique avec ses pieds, gros tir, bon maniement de rondelle. Je pense qu'il va être un excellent défenseur. C'est un plus gros gabarit. On parle de 6 pieds 3 puis il patine super bien. Quand il prend la rondelle de son territoire puis qu'il décide de faire la transition lui-même, il patine pas à peu près. Sinon, après ça, Steve Bouillam, qui récemment, j'ai mis comme deuxième, ben, dans le fond, troisième meilleur défenseur U23, puis j'ai mis Sam Dickinson juste avant lui au numéro 4. Ça reste à voir un peu comment ça va aller. Tu sais, ces deux-là sont pas mal dans le même tiers, dans le même tiers, à mon avis. Steve Bouillam, une excellente saison dans la NCAA, 48 points en 41 matchs. Je pense que c'est un petit peu moins en termes de production que Lane Hudson avait eu dans son année, dans le fond, draft plus un. Mais je pense que Ziv Bouillum, au même âge, défend beaucoup mieux que Lane Hudson défendait. Il prend aussi beaucoup moins de risques avec la rondelle, puis il a quand même eu cette production-là, étant le défenseur le plus important sur une équipe qui était vraiment excellente aussi. Donc, euh, moi, je vois un très bel avenir pour Ziv Bouillum. Je vois pas comment ce défenseur-là ne peut pas devenir un défenseur top 4 qui va aussi, dans le fond, être l'élément principal du power play. Ben, principal, c'est sûr, ils ont Kaprizov. Fait que Kaprizov, c'est l'élément principal, mais je veux dire, le gars qui le général, dans le fond, un peu à la Lane Hudson, si on veut. Tu sais, c'est un peu un Lane Hudson diminué en termes de shaky-shaky, mais qui défend mieux puis qui est plus gros aussi. Donc, ça reste à voir qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai beaucoup d'espoir pour Ziv Bouyem. Sinon, numéro 13, Jet Luchenko, je pense que c'était un petit peu trop vite, un petit peu trop tôt pour le prendre. Je pense que c'est un gars qui va venir plus dans le coin de entre 20 et 25, quelque chose comme ça, quand dans un redraft, dans un 5, 6, 7, 8 ans. Mais n'empêche, ça va être un bon joueur, très, très bon patineur, un des meilleurs patineurs du repêchage, un gars qui travaille fort aussi, il était très bon pour l'équipe Canada, mais c'est juste un joueur qui, je trouve, ne crée pas tant que ça. Il est capable de créer individuellement à cause de ses pieds, mais c'est pas nécessairement un gars qui crée beaucoup de jeux ou qui crée beaucoup d'espace pour ses coéquipiers puis qui est capable de faire ces jeux-là. C'est un bon passeur, pas nécessairement un bon tireur. Moi, il me laisse un peu sur mon appétit. Ça reste à voir. Je l'aurais jamais pris numéro 13, mais peut-être que dans 5 ans, il va me faire mentir. On verra. Consta Elenius, un joueur intelligent, pas le meilleur des patineurs, mais c'est un gars qui travaille fort. C'est un gars qui est bon dans les deux sens de la patinoire. C'est un gars qui est aussi, quand je dis qu'il est bon offensivement. Je sais pas, je pense pas qu'il y a eu la plus grosse saison l'année dernière dans la AHL. Il y a eu 35 points en 65 matchs. Donc, tu sais, c'est définitivement bon pour un draft plus un, mais c'est pas nécessairement à tout casser non plus. Là, tu sais. Si tu prends Yeri Kulich, admettons, dans son draft plus un, il y avait eu une meilleure saison que ça. Puis c'était un joueur de fin de première ronde comparativement à Elenius, qui est un joueur, dans le fond, 14e au total. Mais ça reste que c'est un excellent playmaker. C'est un gars qui a un bon tir. C'est un gars qui joue dans le milieu de la glace. C'est pas quelqu'un qui joue en périphérie. Donc, un bon choix de milieu de peloton, puis je pense qu'il va rester dans le milieu de peloton. Sinon, Michael Branson-Nigar, c'est un joueur plus de rôle, si on veut. Ça sera jamais le driver d'une ligne. Ça va être le gars qui va finir. Ça va être le gars qui va se placer au milieu de la glace. Ça va être le gars qui va aller en avant du filet. Ça va être le gars qui va aller récupérer les rondelles en fond de territoire, qui va jouer le long de la rampe, qui va faire le cycle, le gars qui va back-check, le gars qui va être le F1, qui va forechecker. C'est un gars de plusieurs rôles, un gars qui peut très bien faire ces rôles-là. Je pense qu'il manque un petit peu de patin dans son jeu, un petit kick de plus, ça l'aiderait à jouer son rôle très bien. Je pense pas que ça va être le plus gros producteur, mais on parle d'un gars qui peut éventuellement atteindre comme une vingtaine de buts, 20-25 buts, tout en étant super bon défensivement, tout en étant vraiment bon sur le forecheck. Mais pas nécessairement
un créateur, pas un gars qui est très créatif avec la rondelle sur son bâton. C'est un gars qui préfère finir que de créer, mais qui peut aussi amener beaucoup d'éléments, dont sa physicalité, son jeu dans les deux sens de la patinoire. Puis, comme je disais, en termes de F1 dans la Ligue nationale, je pense qu'il va être excellent s'il peut amener juste un petit kick de plus dans son patin. Sinon, Adam Yurchek, vraiment pas une grosse saison l'année dernière. Il est venu en Amérique du Nord, puis ça n'a pas fonctionné trop. Euh, on peut voir aussi, là, il fait 12 points en 27 matchs. C'est sûr que tu pars de la Tchéquie puis tu t'en viens en Amérique du Nord. Peut-être que ça peut te ralentir un peu. Mais n'empêche que 12 points en 27 matchs, c'est vraiment pas idéal. Euh, tu sais, je pense que ça a toujours été clair que c'était pas. Ça allait pas. L'offense allait jamais être l'élément premier de son jeu. C'était clair, net et précis dans son année de repêchage. Mais je pense que là, c'est encore plus clair, net et précis. Puis je pense que c'est définitivement un gars qui est appelé à descendre, soit vers la fin de la première ronde ou quelque part en deuxième ronde. Tu sais, il va jouer parce qu'il est capable de bien défendre. Il patine correct. C'est pas un excellent patineur, mais il patine correct. Il est capable de jouer avec une certaine physicalité. Mais ça s'arrête pas mal, là, dans le fond. Sinon, après ça, numéro 17, Tarek Persac. Un choix qui m'a un peu surpris. Oui, il avait eu une bonne production dans son année de repêchage. On parle de 105 points, 43 buts en 68 parties. Mais là, il y a une petite dip ici, dans le fond, là, à 82 points, 28 buts en 59 parties. Tu sais, quand je regardais cette production-là dans son année de repêchage, j'avais pas l'impression que le joueur sur la glace matchait la production. Tu sais, j'avais un peu de misère à expliquer la production pour le joueur que je voyais. C'était un bon joueur. C'est un joueur qui est très feisty. C'est un peu un style de Gallagher avec plus de talent naturel, admettons. Mais tu sais, pas un gros patineur, pas le plus gros des manières de rondelles, pas nécessairement le plus gros tir, pas nécessairement le plus gros playmaker ou quelque chose comme ça. Puis nécessairement pas le plus gros joueur non plus. C'est un gars quand même de comme 5 pieds 11. Ici, ça dit 6 pieds, mais en tout cas, il était 5 pieds 11 l'année passée. Fait que tu sais, un bon joueur qui a eu une bonne production, mais vraiment, tu sais, c'est pas un joueur dynamique. Donc, j'étais un peu surpris quand ils l'ont pris au numéro 17, mais en même temps, c'est Washington. Généralement, ils draftent très bien. Donc, on va voir comment ça va aller. Sinon, tout de suite après, numéro 18, Chicago, Sacha Boisvert, un très bon choix. Sacha Boisvert a fait presque un point par match dans la NCAA l'année passée. 6 pieds 3, 190 livres, capable de se battre, capable de frapper, capable de tirer. C'est pas le plus gros playmaker. Mais c'est un gars qui va finir un peu à la Branson Nygaard, mais c'est un gars qui peut jouer au centre aussi. Donc, il peut être bon dans les deux sens de la patinoire, il peut amener de la physicalité, il peut amener son tir, il peut se placer en avant du filet, il peut être dans le milieu de la glace, il peut faire le cycle. C'est un gars qui peut faire un peu de tout, qui est quand même bon offensivement sans être excellent, mais qui va être très bon dans les deux sens de la patinoire en plus de son gros gabarit. 32 points en 37 parties à North Dakota, c'est quand même très bien. Donc, un excellent choix. Je pense qu'il va rester probablement dans le même dans la même zone dans le repêchage, quelque part comme entre 15 puis 20, je pense que ça va être pas mal là qu'il va finir. Sinon, Trevor Connolly qui a été blessé pratiquement toute l'année. Ben, pas toute l'année, mais il a été blessé quand même assez souvent. Mais c'est un gars qui, même à son année de repêchage, ce que j'y reprochais le plus, c'était justement le fait que c'est pas quelqu'un qui est gros. Puis c'est un gars qui est capable de jouer physique. C'est un gars qui a pas peur d'aller le long des rangs. C'est quelqu'un qui a pas peur d'aller dans le trafic. Puis il a pas peur de frapper. Mais il pèse comme 160 livres. Fait que si tu joues de cette façon-là, puis tu joues en plus à une vitesse incroyable, lui, il fait tout à pleine vitesse. euh, Ça peut être un peu un détriment. Ça peut t'amener à avoir plus de blessures que d'autres choses. Fait qu'il a fini avec 13 points en 23 parties pour Providence, qui est quand même. C'est quand même correct pour un joueur qui a joué en temps limité, qui n'a pas joué dans un bon collège. Donc, c'est quand même correct comme production. Puis après ça, il a été signé, puis il est allé dans la AHL, puis il a fait 4 points en 6 matchs. T'sais, cette saison, ça va nous dire un peu dans quelle direction que ça va. Je pense qu'il va être un bon joueur parce qu'il a juste trop de talent, trop de rapidité, trop d'exécution dans son jeu pour ne pas être bon. Mais ça pourrait prendre un petit peu de temps à cause du fait que je pense qu'il va falloir qu'il prenne un certain gabarit. Puis à cause de la vitesse et la physicalité avec laquelle il joue, les blessures pourraient se répéter avec le temps. Donc, on va voir comment ça va aller. Je pense qu'il va être bon, mais je pense que ça pourrait prendre un certain temps avant qu'il atteigne un niveau, qu'il atteigne son niveau au niveau de la Ligue nationale. Sinon, Cole Eiserman, numéro 20. Cole Eiserman était Cole Eiserman dans son draft -1. Il était Cole Eiserman dans son draft year, puis il était Cole Eiserman dans son draft +1. Dans le fond, il n'y a rien qui change avec Cole Eiserman. C'est le même joueur tout le temps. C'est un gars qui veut finir, c'est un gars qui peut finir, puis c'est un gars qui fait juste finir.
Il est capable d'avoir une certaine physicalité, mais sa physicalité amène pas nécessairement quelque chose de positif sur la patinoire. C'est pas comme si il va aller frapper dans un coin de patinoire comme un F1, admettons, pour aller récupérer la rondelle et faire une passe vers l'enclave. Il fait pas nécessairement ça. Il va frapper un joueur une fois de temps en temps, open ice, pour peu importe, dans le fond, là. Ça n'a pas nécessairement d'impact sur la partie. Fait que oui, il est physique, mais il est pas, c'est pas un impact physique positif. Il patine correct. C'est un patineur, je pense qu'il va être average en Ligue nationale. C'est pas un détriment dans son jeu. En termes de production, 25 buts en 39 parties pour Boston University, 36 points total. T'sais, on le voit ici, là, 11 assists, 25 buts. C'est clair, net et précis. Il fait la même chose dans la NCAA qu'il faisait dans la USHL, dans le fond, avec le USNTDP. Puis même chose qu'il faisait avec le USNTDP avant son année de repêchage aussi. Donc, il n'y a rien qui change. On verra où ce que ça va avec Cole Eiserman. C'est dur à voir un peu. Je ne sais pas ça va être quoi son rôle au niveau de la Ligue nationale. Il n'y a pas une tonne de joueurs comme ça qui n'ont pas d'impact en dehors de scorer les buts. Il y a Patrick Laine, dans le fond. Fait qu'on va voir. Est-ce que Cole Eiserman, c'est un Patrick Laine ou quelque chose comme ça? Peut-être. Ça reste à voir, mais c'est sûr que si je pouvais choisir un joueur dans le top 20, je ne prendrais pas un Patrick Laine. Fait que, ça reste à voir. Sinon, après ça, Michael Hage, numéro 21 avec le Canadien de Montréal. Excellente saison, un point par match ou presque un point par match, quelque chose comme ça. 34 points en 33 parties, incluant 13 buts. Un gars qui est capable d'utiliser sa vitesse, un gars qui s'est développé un petit power move, là, où il coupe vers l'extérieur, coupe à l'intérieur en shieldant la rondelle, puis essaie de rentrer au filet. Ça marche au niveau de la NCAA. Est-ce que ça va marcher au niveau de la Ligue nationale? Je ne sais pas. Euh, je- de ce que j'ai pu comprendre, il y a plus d'intensité dans son, à son camp, dans le fond, il y a plus d'intensité dans son jeu. Cet été, il y avait plus d'intensité dans son jeu qu'il y en a eu l'année dernière dans la NCAA. Donc, on va voir comment ça va aller. Je pense que c'est un joueur. Tu sais, en ce moment, il a l'air d'un gars qui va être un middle six dans la Ligue nationale. S'il a une bonne saison puis que l'offense, elle explose un petit peu, c'est sûr qu'il va avoir plus de support cette année à Michigan, fait que ça pourrait l'aider. Mais si l'offense peut exploser un petit peu, s'il peut être meilleur dans les deux sens de la patinoire, s'il peut être petit peu plus intense comme qu'il a été cet été, je pense que définitivement, il y a une chance que ce soit un joueur de top 6. Il pourrait même être un centre de top 6. C'est juste que c'est loin d'être garanti. Il pourrait être un allié, il pourrait être un joueur middle six, c'est un genre de gars de troisième ligne qui peut monter sur une deuxième ligne sans faire mal à ton équipe. Ça reste à voir pour l'instant. Euh, Personnellement, moi, j'ai espoir qu'il va avoir une bonne saison. Je suis même presque sûr qu'il va avoir une bonne saison. Au camp des recrues, il avait l'air excellent. Donc, je pense que s'il est capable d'amener ce qu'il faisait au camp des recrues, l'amener au niveau de la NCAA avec plus de support, je pense que ça va l'aider et il va être un très bon joueur. Mais ça reste à voir. Il faut qu'il se rende là en premier lieu. Sinon, Yegor Surin, un joueur que j'adorais à son année de repêchage, un gars qui est très physique, un gars qui a un excellent tir aussi, qui patine bien, un centre qui ne joue pas toujours au centre par contre, mais sinon, il a joué dans la KHL, il a joué aussi dans la MHL l'année passée, donc 14 points en 41 parties dans la KHL et 17 points en 12 parties dans la MHL, ce qui est normal dans ton draft plus one. Mais là, cette année, c'est parti avec 13 points, 8 buts en 11 parties dans la KHL. C'est toute une production pour un joueur de draft plus two. Euh, ouais. Ouais. Je l'adorais à son année de repêchage, je l'adore encore plus maintenant. Je vais peut-être même faire une vidéo sur lui avec des highlights, mais sur l'autre chaîne. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, vous pouvez aller voir ça sur l'autre chaîne. Mais ouais, juste un excellent joueur. Je pense que Yegor Surin, c'est un gars qui est appelé à monter, selon moi, dans le top 15 du repêchage. On va voir, là, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'en va dans cette direction-là, assurément. Sinon, après ça, on a Stian Solberg. Stian Solberg, c'est un joueur un peu à la Caden Gooley, très bon patineur, euh, plus violent que Caden Gooley. Encore, en fond, Caden Gooley, quand il était dans la WHL, il était très violent. Dans la Ligue nationale, ça s'est calmé, mais c'est souvent comme ça parce que dans la Ligue nationale, tu n'as pas autant d'opportunités. Les joueurs sont meilleurs, ils peuvent rouler les checks beaucoup mieux qu'un joueur de junior. Mais Stian Solberg, c'est le même type de joueur avec une coche de plus de violence. Euh, Probablement même patin approximativement. Je pense qu'il va être dans le même type de joueur, à mon avis. Est-ce qu'il va être aussi bon défensivement que Kaden Gooley? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des très bonnes chances que oui. Mais en même temps, c'est dur à dire pour l'instant, mais je pense qu'il va être très bon. Puis même si on regarde sa position, il a joué dans la SHL l'année passée.
Puis il a fini avec 12 points en 47 parties, tu sais, ce qui est pas une grosse production, mais en même temps, on s'attend pas à une grosse production de lui. On s'attend d'un gars qui va être un top 4, qui va être physique, qui va être dur à jouer contre, qui va être capable de transporter la rondelle, qui va être capable d'avoir une belle première passe. C'est un peu dans le fond ce qu'on s'attend de Backer, ben, c'est un peu ce qui s'attend de Stian Solberg, sauf que Stian Solberg est 20 fois plus physique que Backer. Mais tu sais, en même temps, je pense pas qu'il a le même niveau de défense dans son jeu. Donc, peut-être pas, peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est l'exemple que j'avais en tête au moment de le dire. Sinon, numéro 24, Cole Baudouin, un joueur qui ont repêché, il savait exactement ce qu'elle allait être. Ça va être un centre, soit le quatrième ou le troisième trio. Un gars qui va pouvoir tuer les pénalités, mais pas un gars qui va amener beaucoup d'offense. Même si de l'offense, dans le fond, complémentaire, secondaire, c'est pas nécessairement sa force. 51 points, 22 buts en 52 parties dans la OHL dans son draft plus one, c'est pas nécessairement une excellente production. Ça reflète sa production de l'année d'avant. Euh, mais c'est un gros joueur, c'est un joueur qui est physique, c'est un gars qui est très intense, c'est un gars qui a vraiment pas peur d'aller dans un coin de la patinoire, il a pas peur d'aller se battre en avant du filet. Donc, tu sais, il va avoir son rôle, c'est juste que ça sera pas un rôle offensif, mais des joueurs comme ça en prend de toute façon. Sinon, Dean Tono, je sais plus quoi dire sur Dean Tono. J'ai regardé des parties, je l'ai vu live, il a juste jamais l'air bon. Tu sais, il pourrait devenir un joueur de la Ligue nationale à cause du potentiel, à cause du gabarit et tout ce qui vient avec. Mais c'est un gars qui il a zéro maniement de rondelle. C'est pas nécessairement un bon patineur. C'est pas un gars qui est intelligent. C'est pas un gars qui a une tonne de vision. Je veux pas dire qu'il est pas intelligent, mais je veux dire qu'il est pas intelligent côté hockey. Il a pas nécessairement une grosse vision. Il a pas nécessairement un gros tir. Donc, tu sais, à moins qu'il ait travaillé sur beaucoup de choses puis qu'il est rendu juste beaucoup plus coordonné avec ses membres, peut-être que ça va bien aller cette année. Il va avoir un plus gros rôle aussi, parce que l'année passée, son rôle était très petit. Mais c'est ça, tu sais. Je me demande où est-ce qu'il s'en va. Fait qu'à moins qu'il ait travaillé beaucoup sur son jeu cet été, puis que là, cette année, avec un plus gros rôle, il explose un petit peu, devient un petit peu meilleur offensivement, euh, plus de maniement de rondelle. Tu sais, les mains, ils ont vraiment besoin de travail. Parce que tu sais, les mains, c'est pas juste le maniement de rondelle, mais c'est aussi la qualité de tes passes, c'est aussi la qualité de ton tir. C'est plusieurs choses en même temps. Donc, ouais, il y a du travail à faire avec Denis Tono. Pourrait jouer dans la Ligue nationale éventuellement dans un bout. Mais tu sais, on parle d'un gars, là, probablement quatrième trio, troisième trio, tout au plus. Sinon, Marek Vanacker, un gars qui a été très bon, un gars très intense, un joueur qui patine bien aussi. Puis un gars qui a été très bon aussi au camp des Blackhawks. Là, il a 42 points en 45 parties, donc pas nécessairement excellent, mais il avait été blessé en début de saison. Je pense que c'était à l'épaule, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Euh, un joueur, selon moi, c'est un joueur de bottom six, Marek Vanacker. Je pense pas que c'est un gars nécessairement de top 6, sinon peut-être middle six. Mais je pense que c'est le type de joueur que tu veux avoir sur ta troisième ligne. Un gars qui va travailler fort dans les deux coins, dans les deux sens de la patinoire, qui va aller dans les coins, qui patine bien, qui est capable de créer de l'offense, mais va vraiment avoir un peu d'offense complémentaire dans son jeu. Donc, ouais, c'est ça. Un bon choix, un joueur qui pourrait monter un petit peu. Tu sais, s'il s'établit comme un vrai bon troisième trio, je pense qu'il pourrait monter un petit peu parce qu'il pourrait être comme un excellent joueur de troisième trio dans la Ligue nationale. Sinon, Matvey Gridden, pas mon joueur préféré, mais en même temps, j'ai pas vu comme toutes ses parties, là. Moi, je trouve que c'est un joueur, je trouve qu'il il a pas assez de skills pour faire ce qu'il fait dans la QMJHL pour le faire dans la Ligue nationale. C'est un peu de la façon que je le vois. Je trouve que aussi, des fois, il garde la rondelle trop longtemps sur son bâton. Sauf qu'en même temps, il y a beaucoup de monde de Calgary qui m'ont dit qu'il s'est beaucoup amélioré. Dans les parties que j'ai vues, ça s'était pas amélioré, mais dans les parties qu'eux autres ils ont vues, supposément qu'il garde plus la rondelle trop longtemps sur son bâton, puis supposément qu'il fait des passes rapides, puis que tout va bien. Moi, je trouve c'est pas mon joueur préféré, mais c'est un joueur qui a un potentiel offensif assez élevé. Tu sais, s'il réussit, dans le fond, à amener son jeu de la QMJHL au niveau de la Ligue nationale, c'est un gars qui va avoir beaucoup d'offense au niveau de la Ligue nationale. C'est juste que je suis pas sûr à quel point que ça va se transposer d'une ligne à l'autre, d'une ligue à l'autre. Sinon, Emil Hemming, numéro 29, pas, pas une grosse année, là. 48 points en 60 matchs, incluant 18 buts. Pour un gars qui était connu pour son tir, c'est vraiment pas beaucoup de buts. Euh, ouais, juste vraiment pas impressionné. Tu sais, les playoffs, ça a bien été. 15 points en 16 parties, ça a bien été quand même, là. Mais pas impressionné par son jeu en général, pas impressionné par le fait, tu sais, c'est quand même un gros joueur, mais il n'utilise pas tant que ça son gabarit. Il a un gros tir, mais il n'a pas vraiment utilisé son tir tant que ça. Tu sais, oui, il pourrait prendre un step, puis
pas nécessairement améliorer son tir, mais juste prendre plus de tirs, utiliser son corps mieux en protection de rondelles. Tu sais, juste il y a du travail à faire dans le fond. Tu sais, Emile Hemming pourrait devenir un bon joueur, sauf qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, tu sais, si tu sais, dans un redraft dans 5 ans, ça risque d'être un joueur qui va être probablement tu sais, dans la même zone dans le draft, là. Fin de première ronde, début de deuxième ronde, quelque chose comme ça. Sinon, après ça, Rangers numéro 30, E.G. Emery. Un joueur que j'aimais vraiment pas à son année de repêchage, que j'aime vraiment pas toujours. Évidemment, tu sais, côté physique, on parle d'un gars de 6 pieds 3 qui patine très, très bien. Donc, c'est un athlète. Mais dans son année de repêchage, le gars, il avait 6 points en 27 parties dans la USHL. Donc, on s'entend déjà en partant, ça n'allait pas bien, ou 16 au complet dans le NTDP. Euh, mais là, l'année dernière, North Dakota, 1 point en 31 parties pour E.G. Emery. Encore là, le côté athlète, il est alléchant, mais il amène rien. T'sais, défensivement, il est bon. Il est bon, dans le fond, pour surtout défendre la transition. Il est très bon pour matcher le patin du joueur qui attaque. Il est très bon pour fermer la distance entre lui et les joueurs qui attaquent. C'est un gars qui est relativement agressif, qui est capable de pousser les joueurs vers l'extérieur puis de protéger en avant du filet puis l'enclave, mais il amène rien d'autre. Mais même en relance, c'est un gars, quelqu'un qui va rechercher la rondelle. Je trouve qu'il garde la rondelle trop longtemps. Je trouve qu'il a pas nécessairement la rapidité pour prendre ses décisions. C'est pas facile. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis je sais pas. Tu sais, il me semble un gars qui pourrait être comme un septième défenseur dans la Ligue nationale. Ou un gars, tu sais. Ah, puis même encore. Fait que, je sais pas. Moi, je l'aime vraiment pas. Je pense que c'est un joueur qui va définitivement descendre. Ça se peut qu'il trouve des mains puis qu'il trouve une façon de s'en sortir, mais pas convaincu. Sinon, numéro 31, Ben Danford, ça, c'en est un que j'aime beaucoup. Euh, Même, je me l'ai fait dire, là, v'là 2 ans, je l'avais mis dans mon, je pense, top 20, quelque chose comme ça, des défenseurs, des prospects défenseurs qui avaient été repêchés dans les 5 dernières années. Quelque chose comme ça, je me souviens plus c'était quoi exactement la vidéo, mais je l'avais nommé dans mon top 16 ou mon top 20, puis je me l'étais fait dire par à peu près tout le monde comme quoi j'étais un peu fou. Ça, c'est la beauté de YouTube. Mais, euh, écoute, je lâche pas le morceau. Pour moi, Ben Danford, c'est un joueur qui va jouer. Je me mélange toujours dans son nom. C'est Ben Danford ou Dan Benford? Non, ok. Ben Danford. Euh, c'est un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale. Je pense que c'est un joueur qui pourrait jouer même sur un top 4. Je trouve qu'il est bien meilleur que ce que les statistiques indiquent, là. Le 25 points en 61 matchs, OK, oui, c'est pas bon, puis je comprends ça. Puis c'est pas une production plus haute que celle de l'année d'avant, qui était de 33 en 64 parties. Ça sera jamais ce joueur-là. Ça sera jamais un joueur qui va amener de l'offense. Pour moi, c'est un genre de Tanev, si on veut, là. Un gars qui va bloquer des tirs, un gars qui va défendre contre les meilleures unités de l'autre côté. C'est un gars qui va être physique, c'est un gars tu sais, qui va tout faire d'un défenseur défensif, pas élite, là, mais tu sais, top 4. Fait qu'un genre de Tanev, dans le fond, là, je pense que c'est exactement ça qu'ils sont allés repêcher. Puis je pense que c'est ça que ça va être. Mais tu sais, un gars qui va jouer, qui va faire en bas de 20 points par année, tu sais, je pense même son plancher, c'est un genre de Struble, si on veut. Tu sais, pour remettre ça à un joueur du Canadien, là, tu sais, un Jaden Struble, c'est à peu près le plancher, selon moi, de Ben Danford. Mais je pense que son plafond est un petit peu plus élevé. Mais évidemment, les stats ne supportent pas du tout ce que je dis. Mais moi, je suis convaincu. Fait que c'est ça qui est ça. Sinon, Edmonton, Sam O'Reilly qui a été échangé à Tampa Bay en échange de Isaac Howard. Un bon joueur, mais tu sais, rien de spécial de son côté. 71 points, 28 buts en 62 parties dans son draft plus one pour les London Knights. Un joueur qui une bonne intensité, joue bien dans les deux sens de la patinoire, pas un gars créatif avec la rondelle, pas le gars qui a le plus gros tir non plus, pas le gars qui est le meilleur passeur, le meilleur playmaker, juste un gars qui va bien jouer, mais tu sais, on pense que c'est un gars de troisième trio au maximum, à mon avis. C'est ça. C'est ça la fin de la première ronde. Puis si on va un peu plus loin, on va pas tous les nommer, mais il y en a des joueurs qui sortent là, définitivement dans la deuxième ronde. On parle ici, là, Igor Chernyshov. Le gars, il a été excellent dans la OHL. Il est jumpé dans le fond de la Russie à la OHL l'année dernière, puis il a fini avec, on est ici, 55 points en 23 parties. Les playoffs, ça a été moins bon. Il a fini avec un -12, mais l'équipe au complet a été terrible, incluant Michael Misa. Chernyshov, dans le fond, il a développé un peu un côté playmaker dans son jeu, ce qui l'a aidé énormément à
diversifier son offense. C'était déjà un gros bonhomme, c'était déjà un gars qui patinait bien, c'était déjà un gars qui avait un bon pace, qui avait un bon tir, qui jouait dans le milieu de la glace. Mais là, en plus de ça, c'est un gars que quand il est en périphérie, il est rendu un excellent passeur. C'est pas quelqu'un qui a besoin de manipuler la rondelle pour être un bon passeur, comme mettons Jake O'Brien peut faire. Ce qui va garder la rondelle, manipuler la défense, trouver une ligne de passe. Chernyshov, c'est un gars, il reçoit la rondelle, il sait déjà où ce qu'il va renvoyer la rondelle. Tu sais, il sait déjà où ce que ça passe, ça s'en va. Euh, Juste excellent. Il a été spectaculaire à regarder. C'est définitivement un gars qui va jumper. Il va pas rester un gars de deuxième ronde. Il va jumper probablement dans le top 15 du repêchage. Euh, Juste excellent. Sinon, Dominic Badinka, même chose, qui a eu une très bonne année aussi. Mais tu sais, pas une année spéciale, on s'entend. Là. On va aller voir ça ici. Là. 5 points en 49 parties dans la SHL. Mais tu sais, à la base, on s'entend que ça a toujours été un défenseur qui était défensif et non un joueur qui allait bouger la rondelle. C'est pas un Cole Hudson, là, c'est Dominic Beninka. Donc, c'est deux types de défenseurs. Sauf que c'est un défenseur qui patine bien, qui est très gros, puis qui est capable de très bien défendre aussi. Sinon, Charlie Illick, un joueur que j'aimais beaucoup dans l'année de repêchage, qui a eu une progression terrible, dans le fond. Là. Je ne sais plus exactement c'est quoi les points qu'il a fait, mais c'est pratiquement rien. Il n'y a pas eu de progression. Ouais, ça, il a fini, dans le fond, l'année dernière avec c'est 7 points en 33 avec Brandon, puis après ça, 8 points en 33 avec Tri-City. Fait que c'est une terrible saison, dans le fond. Quand on regarde ça. C'est un gars qui patine bien, c'est un gars de 6 pieds 3, c'est un gars qui est quand même, on pourrait dire, violent, si on veut, sauf que c'est. Ouais, ça en prend plus. C'est pour jouer au niveau de la nationale, c'est souvent les joueurs, les défenseurs, même les défenseurs de troisième paire, c'est du monde qui ont été capables de mettre des points sur le tableau, là, surtout dans les ligues juniors comme la OHL, la QMJHL ou sinon la WHL. Faut que tu aies une certaine capacité de faire des jeux, puis Charlie Elick, il l'a pas. Gabriel Eliasson, terrible saison. Julius Martinez, c'est un joueur sûrement qui va être comme un centre ou peut-être ou même un allié, là, ça reste à voir, mais qui va jouer sur une troisième ligne, à mon avis. Pas le gars le plus créatif avec la rondelle, mais un gars qui est capable de finir, puis un gars qui joue dans le trafic. Andrew Basha, pas excellent. Cole Hudson, on s'entend, c'est sûr que Cole Hudson va être dans la première ronde. Euh, à chaque année, il s'améliore. C'est un peu comme son frère, dans le fond. Son frère, à chaque année, il s'améliorait, mais Cole Hudson, à chaque année, il s'améliore aussi. Il n'est pas exactement le même type de défenseur, mais sûr, quand tu les regardes, ils sont très similaires, beaucoup de shaky-shaky. Cole Hudson, peut-être un petit peu moins de shaky-shaky, peut-être un petit peu plus explosif avec ses jambes. En termes de rapidité, Lane Hudson, il est déjà extrêmement rapide. Là. Il est dans comme. Si tu vas sur NHL Edge, il est comme 95e percentile dans pratiquement toutes les catégories. Donc, il est déjà très rapide, mais il n'a pas autant d'explosion que son frère. Cole Hudson est un petit peu plus explosif. Il a aussi un meilleur tir. C'est un gars qui est un petit peu plus physique. Mais en même temps, quand tu fais 5 pieds 10, 5 pieds 11, ta physicalité est comme annulée dans la Ligue nationale. Je pense que tu es mieux de défendre avec ton cerveau et ton bâton dans la Ligue nationale à cette grosseur-là qu'avec ton corps. Puis Lane Hudson défend très bien de toute façon, donc c'est pas un problème. Mais je pense que c'est un joueur il va être proche de son frère, à mon avis. Je pense qu'il va être très, très proche de son frère. En termes de production, écoute, il suit son frère, même des fois, il dépasse son frère. Je pense pas qu'il ait nécessairement la même vision puis les mêmes skills avec ses mains, mais c'est pas loin en arrière. Puis comme je disais, il est un petit peu plus explosif. Surtout, tu sais, quand ils font leur shaky-shaky, puis que là, ils break d'un côté, puis qu'ils jump de l'autre côté pour essayer de créer un peu d'espace pour une passe, Cole Hudson a une capacité de créer plus d'espace entre lui et le joueur qui le défend que Lane Hudson est capable de le faire. Tu sais, Lane Hudson, même quand il shake, qui part d'un côté, qui break, qui part de l'autre, il est capable de créer la séparation, mais le joueur est quand même toujours proche ou au moins à distance d'un bâton. Cole Hudson, il est capable de créer plus de distance. Donc, il risque d'être capable d'ouvrir plus de lignes de passe, même s'il n'a pas la même capacité de faire ces passes-là, la même capacité de voir ces passes-là. Je pense qu'il va être capable d'en faire autant. Donc, c'est ça. C'est mon, mon récapitulatif de Cole Hudson. Harrison Brunicky aussi, je pense qu'il va être très, très bon. Il a eu une bonne saison. C'est un gros défenseur qui patine bien. Un gars qui tire de la droite. Il a eu 30 points en 41 parties dans la WHL. Donc, pas la plus grosse des productions, sauf que je trouve qu'il a l'air d'un gars qui bouge bien la rondelle. Je pense pas que ça va être un gars nécessairement de premier power play ou quelque chose comme ça, mais c'est un gars qui n'aura pas peur quand il va avoir la rondelle sur son bâton, quand il va aller chercher en fond de territoire, il va être capable de la passer avec précision puis d'envoyer ça à un allié qui va partir la relance, dans le fond. Là. Mais qui va aussi bien défendre. Max Plant, dans le fond, tous les joueurs de la NCAA, je pense que Max Plant, c'est lui qui a eu la meilleure production. Sinon, Artamonov, une excellente production aussi dans la pas la NCAA, mais la KHL, dans le fond.
39 parties en 60 39 parties, 39 points, 22 buts en 63 parties. Excellent pour un draft plus one dans la KHL, vraiment excellent. C'est sûr, Nikita Terminov, c'est un gars qui va jumper aussi dans la première ronde, c'est sûr, là. Tu sais, Cole Hudson, autant que Cole Hudson pourrait jumper dans le top 10, Nikita Terminov pourrait jumper, mettons, dans le top 16, quelque chose comme ça. Sinon, en dehors de ça, Léo Salem-Wallenia, j'aime bien. Teddy Stiga, j'aime bien. Mais tu sais, c'est tous des joueurs que on ne sait pas nécessairement. Tu sais, c'est-tu des joueurs qui vont être dans la première ronde dans un redraft dans 5 ans? Ça, je suis pas convaincu. Carter George est très bon, par contre. Sinon, Maxime Massé, Atos Koivu, vraiment pas mon joueur. John Mustard, je l'aime bien. Très rapide, très bon tir. Sinon, c'est sûr, un gars comme Ilya Protas, le frère de l'autre Protas, qui est, dans le fond, sur la même trajectoire de développement. 124 points, 50 buts en 61 parties pour Windsor. Comme ils vont avoir 2 Protas à Washington. C'est quand même incroyable. C'est incroyable quand même, là. Un de 6 pieds 6, 6 pieds 7, qui a comme fini avec 60 quelques points cette année. Là, il va en avoir un autre qui est sur la même trajectoire, comme je dirais. Écoute, c'est tout un drafting, ça, à mon avis, là. Logan Sawyer tu sais, qui pourrait être un gars de bottom six, sauf que je pense qu'il a besoin de changer de place, à mon avis. Euh, les parties que j'ai regardées, je trouvais que c'était un gars qui était intense, c'est un gars qui patine bien, c'est un gars qui est capable d'utiliser son corps. Mais tu sais, 16 points en 37 parties, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus. Je veux dire, tu sais, c'est pas ça c'est pas ça qui va t'exciter, mettons, là, mais tu sais, si tu regardes, il y a pratiquement la même production, ou ben, c'est sûr un petit peu moins, là, mais il y a pratiquement la même production qu'un gars comme Connolly. Connolly a beaucoup plus de talent, évidemment, c'est même pas proche. Carson West, un joueur que j'aimais, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Miguel Marquez pourrait quand même bien. Sinon, il y a qui d'autre? Il y en avait un autre joueur. Owen Protz ici en troisième ronde, un joueur qui, selon moi, va jouer dans la Ligue nationale. Je pense être un gars de troisième page. Je pense pas que c'est un gars de top 4, mais c'est un gars qui est capable d'amener beaucoup de physicalité, un gars qui est capable de bouger la rondelle. Pas nécessairement un gars qui est offensif en tant que tel, mais il n'y a pas de misère à faire une relance, à mon avis. Beaucoup plus rapide qu'il était. Puis sinon, je pense que c'est pas mal ça. Ah, il y avait en sixième ronde, c'est ça? Winnipeg. Ouais, Kieran Walton, un autre joueur qui a très bien fait, là, un gars qui a fait comme 92 points en 66 parties dans la OHL, incluant 38 buts. Un autre gars de comme 6 pieds 6, là, ouais, ça, 6 pieds 6, 212 livres, qui a des bons skills. Le patin a besoin de prendre un step quand même, là. Je pense qu'il est surtout là sa faiblesse. Puis c'est d'ailleurs le joueur qui s'est fait ramasser par Owen Protz dans le camp des recrues en plein milieu de la glace. Fait que c'était quand même drôle de voir un gars comme Owen Protz à 6 pieds 1 ramasser Ken Walton puis le faire voler. Sinon, c'est pas mal ça. Puis sinon, Avramov, c'est un joueur que j'aimais beaucoup à son repêchage, mais je sais pas où est-ce qu'il s'est en allé. Pas cette année, l'année dernière, il a fait 6 points en 22 dans la VHL, puis 11 en 8 dans la MHL. Fait qu'il n'y a rien de spectaculaire côté d'Avramov, même si c'est un joueur que j'aimais bien. On va voir comment ça va aller. Mais c'est pas mal ça, sinon, pour 2024. Donc, c'était le récapitulatif et je vais en faire un autre que je vais enregistrer là, puis que je vais pas mettre la même journée, évidemment, que je mettrai une couple de jours après, mais je vais faire 2023. Puis probablement 2022 aussi. Donc, là-dessus, prenez le temps de faire un like, prenez le temps de souscrire à la chaîne. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur Hype aussi, ça aide, dans le fond, la chaîne à être envoyée à plus de monde qui aime le hockey. Donc, s'il vous plaît, et merci. Là-dessus, on se voit dans le prochain. Peace.